Bonjour. Alors, il s'agit de l'introduction du cycle du Graal de Poul Fétan, écrite en 1992, qui s'appelle Aux sources vives de la tradition européenne. Alors, je ne l'ai pas lu, en fait, j'ai jamais lu, je pense pas. Mais je l'ai lu, on ne sait jamais. Il y aura peut-être des choses intéressantes. Le patrimoine de l'humanité comprend non seulement les moments architecturaux les plus spectaculaires du passé, mais toutes les œuvres de l'esprit sous quelque aspect qu'elles se présentent. Elles témoignent toutes des grandes étapes de l'aventure humaine depuis l'aube des temps, surtout lorsqu'elles ont été véhiculées de génération en génération par la mémoire collective des peuples. Ainsi ont survécu et perduré les grands mythes essentiels, sans cesse réactualisés au cours des siècles par des récits mythologiques, épopées ou sagas, sous lesquels se dessinent les schémas les plus archaïques, adaptés aux conditions matérielles, psychologiques et intellectuelles des groupes humains qui les ont recueillis ou conservés. Le Mahabharata indien, la Bible hébraïque, le Gilgamesh assyro-babylonien, l'Odyssée grecque, les Eddas scandinaves, le Kalevala finlandais, même dans sa reconstitution conjecturale, sont, parmi beaucoup d'autres, des témoignages irrécusables de cette mémoire qui se déroule constamment à travers la multiplicité des images signifiantes. De plus, à cet intérêt documentaire, à cette précieuse connaissance de l'évolution humaine qu'apportent ces récits, s'ajoute un intérêt esthétique, car la beauté, quelle qu'elle soit, n'est jamais absente de telles œuvres, en garantissant même ainsi la pérennité. Bon, pour ma part, la beauté, hein, on n'a rien à faire là-dedans, mais bon, passons. On peut cependant s'étonner que, dans ce grand livre d'heures de la mémoire universelle, les récits celtiques, d'origine celtique, soient sinon absents, du moins fort peu présents. C'est d'autant plus surprenant si l'on se souvient que les peuples de civilisation celtique ont, pendant plusieurs siècles avant notre ère, occupé les trois quarts de l'Europe et se maintiennent encore dans la frange atlantique de ce même continent. Il y a certes de multiples raisons à cette demi-absence, la principale étant que ces peuples celtes n'ont pas laissé de témoignages écrits avant leur christianisation. Ouais, bon, ça on n'est pas très sûr, hein. Mais bon. On pourrait aussi argumenter sur le fait que la civilisation celtique a été celle de peuples vaincus qui se sont marginalisés ou ont été absorbés dans d'autres cadres culturels. Euh, Pareil, hein, on n'est pas très sûr. Pourtant, depuis les progrès de la philologie, d'innombrables épopées irlandaises en langue gaélique, ainsi que des récits en langue galloise, ont été tirés de l'oubli et de la poussière de manuscrits jusqu'alors indéchiffrés. Et surtout, on a, pendant longtemps, voulu ignorer qu'une abondante littérature médiévale, connue sous l'appellation de cycle arthurien ou de roman de la table ronde, rédigée tant en français qu'en latin, en anglais, en occitan, en italien, en allemand et même en scandinave, tire incontestablement ses sources d'une tradition celtique très ancienne. Et bah du coup, pourquoi le gars il donne pas ses références? Il parle de ont été tirés de l'oubli et de la poussière de manuscrits jusqu'alors indéchiffrés. Bah lesquels? Hein, quels manuscrits indéchiffrés sont maintenant lisibles? Donc voilà, donc déjà, moi je suis chiante, hein. Alors, certes, certains personnages de cet immense cycle d'aventures extraordinaires ne sont pas des inconnus pour le grand public. Ils sont souvent passés dans une sorte de folklore, aux contours quelque peu flous. L'enchanteur Merlin, la fée Viviane, le beau Lancelot du Lac, l'imposant roi Arthur sont des ombres désormais familières sur l'écran de l'imaginaire contemporain. Ils sont même parmi les héros les plus prisés des amateurs de jeux de rôle, ces étranges et parfois inquiétants rituels d'une jeunesse désemparée à la recherche de structures mythologiques susceptibles de reconstruire un monde bouleversé. Ouais, et tu veux un violon aussi pendant qu'on y est, mec? Donc je rassure, hein, le gars qui a écrit l'introduction n'est pas Jean Marcal, l'auteur de ce livre, qui me semble important de diffuser, et plus sympathique de lire à voix haute, plus, on va dire, poétique. Et puis il est très très gros, c'est décourageant. Il y a 2 tomes en plus, c'est décourageant
Ouais, parce qu'on tentait de dire aux gens ah, lis ce livre, il est super. Non, non, ça, c'est pas un livre seulement super. Ouais. Mais l'introduction m'énerve, hein. Mais je vais continuer, allons jusqu'au bout. Mais c'est bizarre hein, ce qu'il dit sur le jeu de rôle, le genre. On ferait des jeux de rôle, pourquoi? Parce que on recherche par des enchantements peut-être? C'est pas très sympa pour les jeunes gens qui font des jeux de rôle, ou les moins jeunes, les traiter de désemparés. Et puis, lorsque rien ne va plus dans une quelconque société, on se hâte d'organiser une table ronde autour de laquelle peuvent s'asseoir, dans une égalité de principe, des interlocuteurs d'esprit divergents en mal de consensus. Ouais. N'est-ce pas là un hommage indirect rendu à cette fameuse table ronde parrainée par Merlin et Arthur, par le druide et le roi, en vue de constituer un univers fraternel parfaitement idéal et utopique, où se trouve réalisée l'harmonie entre le collectif et l'individuel? Quant au mystérieux Graal, même si personne ne sait ce que c'est, il relève du vocabulaire courant, surtout en cette période d'angoisse et de turbulence spirituelle. Chercher le Graal, c'est finalement se chercher soi-même au milieu des pires aveuglements et, en définitive, chacun de nos contemporains, à quelque degré que ce soit, consciemment ou non, accomplit sa quête du Graal. Ouais, la prochaine fois, je sors un violon. C'est dire l'importance toute particulière que revêtent ces récits surgis d'un très lointain passé. À travers l'extraordinaire, le merveilleux, le fantastique, ils définissent une règle de vie que nous avons non pas perdue, mais négligée. Et, à l'heure où l'on tente avec courage, mais dans la plus grande confusion, de construire l'Europe, ou plutôt de la reconstruire comme on assemble les débris d'un vase de porcelaine, quand chaque peuple essaie de concilier son nationalisme agressif hérité des péripéties de l'histoire et sa volonté altruiste de fraternité universelle, ce cycle du Graal et du roi Arthur peut apparaître non pas comme un modèle, mais comme une extraordinaire source de réflexion. Car après tout, il s'agit là, sous une forme symbolique et imagée, d'une véritable synthèse des pulsions fondamentales des peuples qui ont constitué l'Europe, et dont nous sommes, qu'on le veuille ou non, les héritiers authentiques. Le succès de ces romans de la table ronde au cours du Moyen Âge ne s'explique pas autrement. Chacun y trouvait quelque chose de lui-même. Genre, nous sommes tous des égocentriques et nous sommes tous à la recherche de l'ultime transfert. Euh, et c'est sans doute le moment opportun de leur rendre leur dimension originelle en tant que témoignage d'une tradition européenne trop longtemps mise en sommeil. La légende prétend que le roi Arthur n'est pas mort. Il se trouve en dormition quelque part au milieu de l'océan dans une énigmatique île d'Avalon, veillée par les fées, et un jour il se réveillera et reviendra, étreignant dans sa main l'épée de souveraineté, afin de reconstituer le royaume idéal que les puissances des ténèbres l'avaient autrefois empêché de réaliser. Millénarisme, peut-être, mais hautement significatif. Les œuvres littéraires les plus célèbres, mais il en est de même pour toute œuvre d'art, sont celles qui s'adressent au plus profond de l'inconscient humain. Elles ne font qu'exprimer, grâce à des techniques particulières de mémorisation et sous des formes concrètes, un ressenti qui n'ose point parvenir jusqu'au seuil de la conscience logique. C'est aussi le cas des épopées, des grands récits mythologiques dont les auteurs, la plupart du temps anonymes, parfois collectifs, sont les transcripteurs de données antérieures constamment remises à jour selon les circonstances. Longtemps considérées comme des œuvres maladroites, comme des récits naïfs d'une époque révolue où régnait le désordre et l'irrationnel, les épopées apparaissent maintenant comme de grandes créations de l'esprit, aussi bien dans leur aspect esthétique que dans leur contenu. Encore faut-il les appréhender et les connaître dans leur authenticité. Ouais, bon. C'est du verbiage, hein, tout ça. Ça n'a rien à voir avec le livre que je m'apprête à lire. Mais c'est intéressant de voir. Bon, c'est intéressant quand même de mettre l'introduction. Ça montre à quel point finalement les gens qui ont vendu ces livres ou qui l'ont conseillé l'ont fait pas forcément pour de
de... pour des raisons essentielles, j'ai envie de dire. Parce que là, il dit quand même il dit un peu n'importe quoi, le gars. Hein. Il dit ça fait longtemps, ces épopées ont longtemps été considérées comme des œuvres maladroites, comme des récits naïfs d'une époque révolue, gna gna gna. Ben non, si elles ont perduré, c'est qu'elles étaient justement pas prises pour des œuvres naïves. Voilà. Moi, je pense plutôt que ça fait pas très longtemps qu'on a pris ces œuvres comme des choses naïves. Bon, ce temps n'a pas duré longtemps. Voilà. Et c'est là que les difficultés commencent en particulier pour les récits celtiques ou d'origine celtique. Ah, déjà, explique-moi c'est quoi un celte, avant de me parler d'origine celtique. Car il constitue une sorte de corpus inorganisé, un ensemble de textes d'époques et de langues différentes. Bon, a priori, la culture celte serait... y a beaucoup de points communs entre les langues celtes qui nous sont parvenues et le vieux sanskrit. Donc voilà. Car il constitue une sorte de corpus inorganisé, un ensemble de textes d'époques et de langues différentes, une suite d'épisodes le plus souvent fragmentaires et parfois inachevés ou même contradictoires. Dans ces conditions, s'arrêter à une seule œuvre ne peut permettre d'en tirer des conclusions d'ordre général. Le Graal, dans le poème français de Chrétien de Troyes, Perceval, est un objet mystérieux, un simple récipient, dont l'auteur ne nous dit pas ce qu'il contient. 30 ans plus tard, l'un des continuateurs de Chrétien de Troyes en fait le calice contenant le sang du Christ, et au milieu du XIIIe siècle, la version dite classique ou encore cistercienne de la légende, le présente comme l'écuelle qui servit à Jésus pendant la scène. Quant à Wolfram von Henschebach, auteur de la version allemande du Parzival au début du XIIIe siècle, il nous montre le Graal comme une mystérieuse pierre tombée du ciel et sur laquelle, chaque vendredi, une colombe viendrait apporter une hostie. Et dans certaines versions, le héros du Graal est Perceval, ou Parzival, ou Perlevo, ou Pérédur, tandis que dans la version cistercienne, c'est le pur Galad, fils de Lancelot du Lac, qui est l'heureux découvreur du vase sacré. Dans ces conditions, il n'est guère aisé de s'y reconnaître, et encore moins de prétendre que telle ou telle version est la bonne, ou du moins la plus conforme à un éventuel original qui aurait été perdu. Hop. Ce sont quelques exemples pris à travers les inextricables alliés d'une mythique forêt de Brocéliande. Cette complexité s'explique par le fait que les légendes du Graal et du roi Arthur ont été transcrites au XIe et XVe siècle, du XIe au XVe siècle, par des écrivains appartenant à la fois à divers peuples, à diverses cultures et à des systèmes de pensée parfois très éloignés les uns des autres. Ce qui n'est absolument pas étonnant. Hein. De plus, ces légendes sont d'origine... j'ai commencé à lire ça. C'est The White Goddess de Robert Graves. Je vais commander la version française. Elle ira un peu plus vite. Et je pense que ce serait un... Lui, il a vraiment étudié les liens de cause à effet entre la transmission de ses écrits. Du coup, je ferai également en parallèle des lectures de la déesse blanche en français. Voilà. Qui seront plus intéressantes sur sur ces questions de culture, plus intéressantes que cette tentative d'introduction, qui me déplaît, mais que je lis quand même. Alors, de plus, ces légendes sont d'origine géographique multiple et leur contenu idéologique réalise une sorte de synthèse entre une tradition que, faute de mieux, on qualifiera de païenne, notamment druidique, et un contexte judéo-romano-chrétien qui est celui de l'époque charnière de l'histoire du christianisme occidental.
C'est en effet le moment où se définit le dogme de la transsubstantation, 1205, où s'affirment les pratiques de dévotion de la Vierge Marie, héritière des anciennes croyances en la Mère universelle. On retourne à la White Goddess. Tiens, du coup. Merde, mon briquet. Ah, où se manifeste notamment à Fécamp et à Bruges le culte du précieux sang de Jésus, moment où, hélas, débute une impitoyable répression contre tous ceux qu'on appelle les hérétiques. Moment également de la formulation théologique de Thomas d'Aquin et du passage fort inquiétant de l'idéologie inhérente au style roman à celle qui prévaut dans l'art gothique. Désolée, hein, j'y suis allée un peu fort. Alors, là il y a un petit pain, je vais lire le petit pain. L'église romane est tout entière bâtie pour la méditation antérieure et individuelle, tandis que l'église ogivale, dite gothique, est bien davantage destinée à des célébrations collectives et à une plus grande surveillance dogmatique des fidèles. Cela représente à ce stade de l'évolution historique un changement radical d'attitude religieuse. C'est gentil de prévenir. C'est donc dans un contexte tourmenté, riche en débats de toutes sortes, en remous politiques, intellectuels et spirituels, que s'élaborent les fameux romans de la table ronde. On comprend alors comment l'Arthur primitif, désolé, de simple chef de clan romanon-breton qu'il était historiquement, soit devenu un puissant roi, cristallisant autour de lui d'innombrables éléments empruntés ici et là, tous greffés sur des schémas archaïques et très celtiques concernant le roi du monde, roi de type sacré et pivot obligatoire d'une société d'hommes libres et responsables. Bon, et le gars, il y a un petit 2, il en profite pour faire sa pub. Je me suis abondamment expliqué sur le personnage et ses transformations dans mon ouvrage Le roi Arthur et la société celtique. Paris Payot. Ou alors, c'est Jean Marcal qui prend note, qui met une note. Ce qui semblerait plus logique, on ne sait pas. Bon, en tout cas, Arthur est en effet un personnage historique des environs de l'an 500 de notre ère. Il est dans mon arbre généalogique. Je pense qu'il est dans l'arbre généalogique de tout le monde d'ailleurs. Il était, d'après les documents fiables en latin qui le concernent, un dux bellorum, c'est-à-dire un chef de guerre, louant ses services au roi breton qui avait besoin de guerriers pour repousser les invasions saxonnes dans ce qui était alors l'île de Bretagne, autrement dit la Grande-Bretagne actuelle. Merci, on n'avait pas compris. L'époque était celle de la fin de l'Empire romain et du début de la civilisation mérovingienne, du moins sur le continent, et il est plus vraisemblable... c'est un peu grossier là, hein, parce que les Mérovingiens, ils étaient loin d'être tout seuls et d'avoir l'hégémonie, entre guillemets. Hein. Et ils l'ont jamais vraiment eu, la preuve. Hein, ils sont vite passés à la trappe, hein, les Mérovingiens. Ce que j'adore avec les Mérovingiens, c'est qu'on leur donne beaucoup trop d'importance et vachement pas assez. C'est soit l'un, soit l'autre. Et il est plus vraisemblable d'imaginer cet Arthur revêtu d'un uniforme romain du Bas-Empire que de le décrire sous l'aspect d'un roi plantagenet du XIIe siècle. Et bah, pourquoi donc? Et son champ d'action a été essentiellement le comté de Cornouailles, avec la fameuse forteresse de Tintagel. Le Devon, où l'on retrouve le nom du peuple gallo-breton des Dumoni, le Somerset avec Glastonbury, qui deviendra le haut lieu du Graal, la fameuse île d'Avalon de la mythologie, le sud du pays de Galles avec le camp romain de Caerleon-sur-Oisgue, et le pays dit des Bretons du Nord autour de Carlisle, le Carduel des romans arthuriens. Les succès obtenus par Arthur contre les envahisseurs germaniques semblent avoir été d'une réelle importance et avoir reculé d'une cinquantaine d'années la prise de possession par les Saxons de la plus grande partie de l'île.
Mais les victoires d'Arthur, jointes à sa fin tragique en face d'un rival, le Mordred de la version dite cistercienne, ont provoqué l'imaginaire des Bretons soumis aux Saxons ou réfugiés dans les régions les plus occidentales de l'île, Cornouailles et Pays de Galles, Cymru. Le personnage s'est vu gratifié d'une véritable auréole de sainteté et de nationalisme, et il est devenu, au cours des siècles suivants, le symbole de la résistance bretonne contre l'oppresseur germanique. Le grand roi maint honneur des traditions celtiques, le puissant empereur seul capable de s'opposer aux forces du désordre. Et dans ce cheminement imaginaire, le héros réel ne pouvait que rencontrer des figures mythologiques très anciennes et les intégrer dans son propre personnage. Sait-on que le nom Arthur provient d'un terme celtique, Art en gallois, Ars en breton, qui signifie l'ours? Or, dans la symbolique celtique, l'ours représente la caste royale issue de la classe des guerriers. De plus, il est certain que cette image de l'ours, en dormition pendant l'hiver et se réveillant au beau jour, n'a pas été sans effet sur la légende du roi dormant, qui reviendra lorsque les temps seront accomplis. Le passage de l'histoire à la mythologie est rapide, surtout chez des peuples qui préfèrent l'imagination au réel. Cas de tous les Celtes, mais n'importe quoi. Donc, les Celtes préféraient l'imagination au réel. Voilà. Ouais, c'est ce que je n'aime pas avec le verbiage, c'est qu'on dit des choses effarantes sans le moindre regret, sans le moindre quoi. Le gars nous dit ça comme ça. Cas de tous les Celtes préféraient, tous les Celtes préféraient l'imaginaire au réel. Et ça me trouve le cul, vraiment. Voilà. Donc le gars, il les connaît. Il sait pas expliquer ce qu'est un Celte, mais le gars, il pense à leur place. Et voilà. Un personnage de dimension mythologique attire nécessairement à lui d'autres personnages, parfois fort éloignés de lui à l'origine, qui se satellisent en quelque sorte et deviennent inséparables du héros principal. C'est le cas de Merlin, le prophète et l'enchanteur qui, lui, possédait sa propre légende avant d'être intégré dans le cycle. Merlin est en effet lui aussi un personnage réel, mais de la fin du VIe siècle, quelques 60 ans après Arthur. Et alors? Est localisé chez les Bretons du Nord, aux limites actuelles de l'Écosse, dans une certaine forêt de Caledon, en laquelle il n'est pas difficile de reconnaître le nom de Calédonia qui désigne l'Écosse pré-gaélique. Il s'agit d'un petit chef de tribu au talent poétique reconnu. Ouais, mais à l'époque, quand t'étais poète, t'étais prêtre, et quand t'étais prêtre, t'étais le chef. Qui, selon l'avis de saint Kentigern, rédigé en latin, serait sous le nom de Lailocan, devenu fou au cours d'une bataille, se serait réfugié dans la forêt et aurait vaticiné devant tous ceux qui venaient le consulter. Là aussi, le héros réel a englobé quantité de notions mythologiques. L'enfant qui parle, le fou plein de sagesse, l'homme sauvage, le maître des animaux et de la nature, etc. Et a acquis une dimension toute nouvelle, mais toujours dans le contexte de la résistance bretonne à l'invasion saxonne. Il n'en fallait pas plus pour jumeler Arthur et Merlin. C'était d'autant plus facile que Merlin représente une sorte de prêtre, issu du plus pur paganisme, avec même des relents diaboliques, puisque la légende en fait le fils d'un de ces fameux démons incubes qui hantaient les esprits au Moyen Âge. Pas qu'au Moyen Âge. Or, il se trouve que le couple Merlin-Arthur, le roi et le magicien prophète, reconstitue très exactement le couple druide-roi sans lequel la société celtique ne peut fonctionner, et par-delà, le schéma indo-européen de Mitra-Varuna, autrement dit l'alliance sacrée entre le dieu juriste, gardien des traités, et équilibrateur du monde, et le dieu magicien, faiseur de tours, et interprète de la puissance cosmique. Si Arthur était présenté comme un roi idéal, à l'égal d'un dieu harmonisateur du monde, il fallait bien qu'il eût, à son côté, un magicien capable d'accomplir les merveilles qu'on attendait de lui. La mythologie se moque éperdument de la chronologie et des entorses faites à l'histoire. Ouais, et toi aussi. Voir mon étude sur Merlin l'Enchanteur, Paris. Bien d'autres zéros. Décidément, aujourd'hui,
Je fais des liaisons entre les S et les H. Parce que c'est pas mal de dire zéro à la place de héros. Ça met un petit peu d'humilité au bazar. Bien d'autres zéros, bien d'autres schémas se sont intégrés à cette ossature centrale représentée par Arthur et Merlin, au fur et à mesure que les conteurs brodaient sur le thème. Pour parvenir enfin à une sorte de synthèse au cours du XIIIe siècle, dans ce qu'il est convenu d'appeler le Lancelot en prose, ou mieux, le corpus Lancelot Graal, autrement dit la version cléricale, érudite et cistercienne de la légende en son plus grand développement. Lancelot du Lac, qui n'appartenait pas au cycle primitif, car il était d'origine purement armoricaine. Sur ce sujet, voir mon étude sur Lancelot et la chevalerie arthurienne. A eu tôt fait de rejoindre le gros des troupes d'Arthur. Il est vrai que ce personnage recouvre une divinité multifonctionnelle de la mythologie indo-européenne, connue chez les Celtes sous le nom de Lugh, le multiple artisan, et que César, dans ses commentaires, désigne comme l'équivalent de Mercure romain. Bon, pas dit, hein. Et parmi bien d'autres, citons Tristan et Iseult, dont la tradition, originaire d'Irlande, mais localisée en Cornouailles, étant Bretagne armoricaine, ne pouvait pas échapper à cette satellisation. Ils en ont même profité pour inspirer les grandes lignes des amours tumultueuses de Lancelot du Lac et de la reine Guenièvre, amour totalement inconnu du schéma primitif. Quant au Graal, devenu très chrétiennement le Saint Graal, malgré son aspect païen de chaudron d'abondance, d'inspiration et de renaissance typiquement celtique, il a vite été annexé par le biais d'étranges textes apocryphes de la tradition chrétienne, les Actes de Pilate et le pseudo-évangile de Nicodème, et par la grâce des moines de Glastonbury, fort dévoués à la cause des rois plantagenets. Au Moyen Âge, le terme est transcrit sang-réal, ce qui peut être compris de deux façons, Saint Graal ou sang royal. J'ai analysé les métamorphoses du Graal dans un essai intitulé Le Graal. Bon, ça date ce bouquin, il date des années 80, 90, hein, donc Dan Brown a dû lire ce livre, de toute façon, sur Da Vinci Code. Je pense qu'il a dû lire. La première allusion faite à Arthur apparaît dans un long poème épique, le Golodin, attribué au barde Aneurin, contenu dans un manuscrit du XIe siècle, mais qui, par ses archaïsmes, doit remonter à un original du VIe siècle. Là, il y est seulement question d'un Arthur redoutable chef de guerre. Il faut attendre les annales de Cambry du Xe siècle pour avoir quelques détails sur la victoire d'Arthur au mont Badon en 516 et le drame de la bataille de Camlann en 537 où Arthur et Mordred, s'entretuèrent. Là encore, Arthur n'est considéré que sous son aspect guerrier. Mais toujours au Xe siècle, dans une chronique en latin, l'Historia Britonum, attribuée à un certain Nennius, le personnage se charge d'éléments mythologiques et ses exploits relèvent déjà du merveilleux. En fait, le premier récit proprement littéraire qui concerne le personnage est une œuvre galloise, Culhwch et Olwen, contenue dans un manuscrit du XIIe siècle, mais qui est la transcription d'un original du IXe, peut-être même du VIIe. Arthur y apparaît comme un roi qui accomplit des prouesses guerrières, qui vit dans une forteresse de type celtique, qui s'entoure de compagnons qui ne sont certes pas des chevaliers courtois, mais de rudes combattants doués de pouvoirs nettement magiques, à travers des aventures qui plongent au plus profond de la mythologie celtique. Cette œuvre étonnante et d'une sombre beauté, semble la première tentative de synthèse de toutes les traditions orales qui circulaient pendant le Haut Moyen Âge dans la péninsule de Cornouailles, le Pays de Galles, le Cumberland et la région de Glasgow, territoire demeuré breton ou tardivement conquis par les Saxons. Et il s'agit d'un texte fondamental pour la compréhension de la légende arthurienne. C'est cependant au XIIe siècle que cette tradition arthurienne fait irruption dans l'Europe continentale. Elle n'en sortira plus désormais, malgré quelques siècles d'oubli ou d'indifférence. Chronologiquement, la première manifestation semble en avoir été les sculptures de l'archivolte de la cathédrale de Modène, en Italie,
qui date des alentours immédiats de l'an 1100. Il s'agit d'un véritable récit en images, avec le nom des personnages, sur l'enlèvement de la femme d'Arthur par un mystérieux roi de l'autre monde, puis de sa délivrance. Une bande dessinée en quelque sorte, où l'on reconnaît le schéma exact du roman de Chrétien de Troyes, le chevalier de la charrette. Bah, moi je pars du principe que ce sont les Égyptiens qui ont inventé la BD. Maintenant, il n'y a rien d'étonnant à tout ça. Mais t'oublies de nous préciser qu'à l'époque, l'Aquitaine était anglaise, mon cher. Voilà, il y a rien d'étonnant à tout ça, hein. Et que la Méditerranée était une civilisation beaucoup plus vieille que le pouvoir central pseudo-franc. On disait France gauloise d'ailleurs à l'époque. Et ce monument se trouve en Italie du Nord, preuve que la légende était déjà largement répandue. D'ailleurs, les allusions aux personnages arthuriens sont nombreuses dans la poésie des troubadours occitans, lesquels ont de toute évidence connu la légende bien avant les trouvères de langue d'Oyle. Ah oui. Enfin vint Geoffroy de Monmouth, ce clerc gallois familier du monastère de Glastonbury et plus ou moins inféodé à la famille des Plantagenets, écrivit vers l'année 1135 deux œuvres capitales en langue latine, la Vita Merlini, vie de Merlin, et l'Historia Regum Britanniae, histoire des rois de Bretagne, dans lesquelles il transcrivait, de façon savante, intellectuelle, un ensemble de légendes parvenues jusqu'à lui par voie orale ou à travers d'anciens manuscrits aujourd'hui perdus. Comme c'est dommage. Le second de ces textes fut aussitôt traduit en gallois sous le titre de Brut i Brennihead, Brut des rois, et adapté en français en 1155 par le clerc anglo-normand Robert Weiss, sous le titre de Roman de Brut. Brut étant la forme abrégée de Brutus, descendant d'Énée et ancêtre mythique des Bretons, à cause d'une vague homophonie et pour imiter la fondation de Rome par les Troyens. Ce fut là le point de départ de cette fantastique éclosion de la littérature arthurienne, sous les regards bienveillants de la dynastie Plantagenet, et pour la plus grande gloire de Henri II, qui cherchait à légitimer son pouvoir en se prétendant l'héritier du roi Arthur. Nous sommes tous héritiers du roi Arthur. Ainsi naquirent des œuvres devenues désormais classiques, sauf si on n'a vraiment pas de bol. Euh, Ainsi naquirent des œuvres devenues désormais classiques. Vers 1160, ce fut Érec et Énide, du juif converti champenois Chrétien de Troyes, habitué de la cour d'Aliénor d'Aquitaine à Poitiers, qui intégra une légende nettement armoricaine à l'ensemble arthurien. Entre 1165 et 1170, ce furent les deux Tristan anglo-normands de Béroul et Thomas, immédiatement adaptés en allemand par Eilhard d'Auberg et Gottfried de Strasbourg, puis en langue scandinave par un certain frère Robert. À la même date, Chrétien de Troyes intégrait délibérément la légende armoricaine de Lancelot du Lac aux aventures arthuriennes dans son Chevalier de la Charrette, tandis que l'allemand Ulrich von Zatzikoven adaptait dans son Lanzelette un original perdu mais d'inspiration armoricaine concernant la légende primitive de Lancelot. Vers 1180, Chrétien de Troyes plongeait plus avant dans la tradition arthurienne insulaire tout en la localisant en armorique dans la fameuse forêt de Brocéliande avec son chevalier au lion. Puis le même Chrétien, vers 1190, lançait le thème du Graal dans son Perceval ou le Conte du Graal, œuvre inachevée qui allait être suivie de 3 continuations différentes. Mais le thème était dans l'air, et tandis qu'un auteur occitan écrivait un roman de Geoffrey, au schéma très voisin, un autre anonyme très lié à Glastonbury composait un Perlesvaud bien énigmatique et d'inspiration archaïsante, cependant très éloigné d'un récit gallois de Pérédur, qui doit représenter une tradition populaire sur le même thème. Et au début du XIIIe siècle, l'allemand Wolfram von Eschenbach adaptait le roman de Chrétien dans son Parzival en y ajoutant des éléments ésotériques et souvent d'origine orientale, et dont l'idéologie apparaît
comme quelque peu douteuse. Parallèlement à ces œuvres, surgissait la tradition dite de Robert de Boron, auteur de Franche-Comté, lui aussi très lié au Plantagenet et à l'abbaye de Glastonbury. C'est probablement Robert de Boron qui a tissé le lien entre le symbolisme païen du Graal et le texte apocryphe de la tradition chrétienne. Il écrivait un Merlin en vers où se dessinaient de nouvelles orientations. La plus grande partie de son œuvre a été perdue, mais on en connaît le contenu grâce à des adaptations en prose parvenues jusqu'à nous sous le nom de Hutte Merlin et sous celui de Didot Perceval. Ce sont ces différentes œuvres qui ont provoqué, vers la moitié du XIIIe siècle, la gigantesque fresque arthurienne du Lancelot en prose, attribuée parfois à un certain Gauthier Mappe, dont les plus beaux fleurons sont la quête du Saint Graal et la mort du roi Arthur, constituant ce qu'il est convenu d'appeler la version cistercienne de la légende. Mais ce n'est pas tout. Le cycle du Graal et du roi Arthur est comparable à une galaxie qui éparpille dans le cosmos des multitudes d'étoiles de première grandeur, autour desquelles, vibrantes et tournoyantes, d'innombrables planètes accomplissent leurs mystérieux rituels. Le thème a fait fureur. Dès le XIIe siècle, des épisodes jaillis du plus profond de la mémoire collective sont venus éclairer le schéma primitif, tant en français qu'en anglais, en allemand, en italien, en occitan, en castillan, en gallois et même en gaélique d'Irlande. Ces épisodes fragmentaires s'organisent autour d'un héros clé, célèbre ou non, qui prend le relais des aventures et tente de les mener à bon terme. Dans la, dans la plus pure optique de cette utopie qui veut que le monde soit régi selon des normes voulues et acceptées par tous. Ainsi en est-il de Gauvin, le valeureux neveu du roi Arthur, et son héritier présomptif, selon la coutume celtique, personnage principal de contes significatifs comme le Chevalier Vert ou l'âtre Périlleux, le cimetière Périlleux. Et encore le Lancelot du lac, comme dans les merveilles du château de Rigomère, où d'ailleurs le héros invincible est bellement démystifié, sans parler d'Ider de Northumbrie, Éderne, d'Yvain, Owen, fils du roi Urien, cet étrange fils de la fée Morgane, protégé par la fameuse troupe des corbeaux, qui sont en fait les femmes fées compagnes de sa mère. Que d'aventures extraordinaires autour de ces antiques divinités réduites au rang de héros surhumains, et cela durera jusqu'au milieu du XVe siècle, en Angleterre, en pleine guerre des Deux Roses, avec la compilation anglaise de Thomas Malory qui porte le titre français de La mort d'Arthur. Synthèse éblouissante, bien que très condensée, de toutes les traditions qui ont constitué l'immense et inépuisable corpus de l'épopée du Graal et de la table ronde. C'est presque fini. C'est dire qu'une telle abondance de récits, tous intéressants par eux-mêmes, mais parfois fort éloignés les uns des autres, tant par l'espace que par le temps, ne facilite pas la compréhension du message délivré, qu'on le veuille ou non, par ce cycle. D'abord, la question se pose de savoir s'il y a jamais eu un plan d'ensemble, une idée directrice, un schéma primitif, dans cet amas d'anecdotes plus ou moins héritées des contes populaires oraux qui circulaient, et circulent encore, dans cette Europe marquée du sceau des Celtes, mais colorée par un afflux de traditions venues d'ailleurs et de partout. Ça veut rien dire. En une telle matière, il est périlleux d'affirmer ou de nier. À l'analyse des différentes composantes, il est cependant permis de risquer une réponse. Il existe de fortes présomptions pour que les innombrables récits de la légende arthurienne obéissent aux impératifs d'un plan unique, plus ou moins écartelé par de multiples auteurs conscients de ce plan, et qui représenterait en définitive une authentique tradition de l'Europe occidentale. Au Moyen Âge, la notion d'œuvre collective était plus forte que celle d'œuvre individuelle. Il est certain que les auteurs, Chrétien de Troyes en tête, avaient le sentiment d'apporter leur propre contribution à un vaste ensemble appartenant à la collectivité. Cela explique que de nombreuses œuvres soient inachevées. Ce n'est pas que leurs auteurs soient morts ou qu'ils aient manqué d'inspiration, mais qu'est-ce qu'il en sait? C'est parce qu'ils savaient que d'autres prendraient le relais et mèneraient peut-être la quête à son terme. En l'occurrence, c'était reconnaître qu'un thème d'origine mythologique n'appartenait à personne et qu'il était la propriété de tous. Il y a là une conception de l'œuvre d'art qui peut nous échapper, mais qui n'en est pas moins puissante et significative. Mais nous ne sommes plus au Moyen Âge, pense-t-il.
Que faut-il faire pour appréhender et comprendre cette épopée fantastique qui est à la base de toute civilisation européenne? Chaque époque a ses usages, ses rythmes propres, son expression particulière, ses modes de conduite. Comment faut-il recevoir l'immense message que les temps obscurs nous ont légué? Merci pour eux, les temps obscurs. Ils n'avaient pas internet. Une chose est certaine, suivre une seule de ses œuvres, quelle qu'en soit la beauté ou les qualités littéraires, ne rend aucunement compte de la conception originale, si tant est qu'il y en ait une. On peut cependant le supposer et la rechercher à travers la multitude des textes mettant en scène non seulement les principaux héros, mais ceux qui, invités autour de personnages moins connus, risquent d'éclairer d'un jour nouveau la trame fondamentale qu'une apparente dispersion pourrait masquer. Joseph Bédier, au début de ce siècle, n'avait pas fait autre chose lorsque, prenant les divers fragments littéraires de la légende de Tristan et Isolde, il était parvenu à reconstituer une œuvre d'une grande cohérence et qui demeure encore maintenant le texte de référence sur le sujet. Car il s'agit bien de cohérence et de reconstitution. Et pour y parvenir, il faut surtout se garder de coller bout à bout des épisodes sans les soumettre à une critique interne en fonction de leur signification générale. Le résultat serait alors un simple patchwork, peut-être pittoresque, mais parfaitement incohérent. On risque de se heurter à un autre écueil dans ce genre de restitution, celui de la mode archaïsante. Certes, les formulations médiévales anciennes ont un certain charme, mais sommes-nous capables de les comprendre et de les apprécier vraiment à notre époque? Quand il écrivait ses contes drôlatiques, Balzac voulait surtout pasticher le style de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle. Le résultat est effectivement drôle, mais cela reste un amusement d'esthète dont on se contente d'admirer l'ingéniosité. En cette fin de XXe siècle, si l'on veut transmettre un message, il importe de le rendre accessible au plus grand nombre, de parler le langage de ce temps même si les aventures relatées appartiennent à une époque lointaine et révolue. Ce qui ne signifie nullement qu'il faille sacrifier le contenu, ce qu'on appelle le signifié. Bien au contraire, il peut alors, une fois débarrassé des scories qui l'encombrent, apparaître dans toute sa lumière, dans toute sa puissance. Tel est le but de ces récits du cycle du Graal, redire avec le langage d'aujourd'hui ce qui constitue le plus merveilleux, le plus essentiel de la tradition européenne, dans ses sources vives. Car si c'était dans le temps, c'était encore aujourd'hui. Poulpe Fétan, 1992. Donc, ma petite introduction à moi, c'est que, bon, déjà, j'ai lu ce livre, j'avais 18 ans, je l'ai commandé au Club des loisirs, et j'ai jamais payé. Donc, et après, j'ai déménagé, donc je n'ai jamais eu de poursuite judiciaire pour ce vol. Et je ne l'ai pas trouvé dans une, dans une friperie pour livres. C'est pas très romantique comme première rencontre. Et je n'ai pas encore tout lu, bien que j'ai lu la quasi-totalité du premier tome, parce qu'il y a 2 tomes. Il y a 2 tomes d'environ 1000 pages, donc c'est pas rien. Voilà, à plusieurs périodes de ma vie, j'ai relu. Et j'aime pas trop l'introduction, parce qu'on dirait que le gars, il s'excuse un peu d'apprécier ce travail. Il fait style. Grosso modo, il explique que c'est un patchwork, mais que c'en est pas vraiment, hein. Moi, je dis c'est le travail d'une vie. C'est très sourcé, et c'est pour ça que je pense que voilà, ce livre mérite que j'en lise chaque chapitre les uns après les autres. J'arrêterai quand j'estimerai que c'est plus intéressant. Mais peut-être que j'ai mûri depuis et que j'aurai envie de tout lire, on verra. Mais il y a énormément de... J'y vais un peu à l'arrache parce que j'ai pas lu depuis longtemps. Il y a 1 ou 2 ans, j'ai commencé à le relire, mais j'ai pas vraiment terminé. Ce qui est très intéressant déjà, c'est
de se souvenir des légendes, ou de les connaître, parce qu'elles ne sont pas toutes connues, loin de là, et aussi d'avoir des pistes pour aller lire d'autres bouquins, ou des pistes de réflexion sur ce que nous évoquent ces légendes, ou ces mythes, ou ces histoires. Voilà. Peut-être que le terme histoire, dans ce cas, marche mieux. Il y a beaucoup de chercheurs qui prétendent qu'Arthur n'a jamais existé, d'autres qui prétendent qu'il a existé. Personne n'est d'accord sur ce sujet. Voilà, moi je pense que... Enfin, je ne pense pas, je ne pense rien. Mais ce livre est un amas de connaissances, de merveilleux, qu'on y croit ou pas. Et je pense que pour tout type de recherche, que ce soit dans l'histoire, dans, dans les langues, pour des recherches même plus comment dire, alchimiques, d'ordre généalogique, d'ordre logique même, ce livre est une bible, véritablement. C'est pour ça que je vais continuer la lecture. Donc c'était une introduction que je n'ai pas trop appréciée, mais que j'ai lue quand même, parce qu'on ne sait jamais. Ça peut peut-être... Ouais, ça montre quand même qu'à l'époque, les gens n'étaient pas forcément à l'aise avec ce type de... Je crois que Jean-Marc Calle, il est mort il y a peu d'années. Je pense qu'on on avait un petit peu honte d'être son pote. Hein. C'est bien dommage parce qu'à mon avis, parce qu'il en a écrit des bouquins apparemment. Je suis un peu fatiguée, j'ai du mal à parler, mais c'est